Bonjour, pour ceux qui suivent l'actualité de Real IT, vous savez que ce mois-ci, nous allons parler et traiter beaucoup de la mémoire épisodique, comment on l'évalue, comment on la rééduque. Et j'ai voulu commencer très fort avec un article de Abichou, Lacorté et Piolino de l'Université de Paris-Descartes sur un thème très intéressant qui est: la réalité virtuelle a-t-elle un avenir pour l'étude de la mémoire épisodique dans le vieillissement? Donc cet article, bien évidemment, vous vous rendez compte, qui va, au fur et à mesure qu'on va le lire, le découvrir, il va bien nous positionner sur les problèmes que comporte aujourd'hui l'évaluation de la mémoire épisodique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Déjà, on peut voir que l'un des premiers problèmes que l'on peut constater quand on travaille sur l'évaluation de la mémoire épisodique, c'est un peu la définition. L'article commence tout de suite en mettant la définition de la mémoire épisodique qui, elle précise donc que c'est la mémoire des événements personnellement vécus situés dans le temps et dans l'espace. Et déjà rien que là, on peut voir un premier problème si on prend une évaluation classique de la mémoire épisodique comme la RLRI-16 par exemple, qui est plutôt, selon moi et selon beaucoup d'auteurs et de collègues, plutôt une évaluation des capacités d'apprentissage. Et pas vraiment la mémoire épisodique comme on l'entend. La mémoire épisodique, elle comprend trois valeurs importantes. Le quoi, qu'est-ce qu'on a appris. Le où est-ce qu'on l'a appris. Donc souvent, c'est la mémoire de la source. Et le quand est-ce que je l'ai appris. Est-ce que je l'ai appris il y a longtemps, il y a 5 minutes, il y a très très longtemps, ou est-ce que je ne l'ai jamais appris. Toutes ces choses-là, c'est important. Pourquoi on conseille d'utiliser la réalité virtuelle? Parce qu'en fait, dans l'article, ils expliquent que c'est un système... Alors, la réalité virtuelle est un système de mémoire qui permet vraiment de faire du multimodal. On va pouvoir travailler sur les aspects mnésiques au niveau multimodal. Il faut savoir que bien évidemment la mémoire épisodique, c'est un système de mémoire qui est riche et complexe puisqu'il y a beaucoup d'éléments contextuels et il faut associer l'information factuelle, le quoi, avec l'information spatiale, le où, et l'information temporelle, le quand. C'est pour ça que cette mémoire elle est complexe parce qu'elle nécessite quand même 3 informations spécifiques. Et c'est ça qui va former une représentation cohérente. Et donc, le souvenir épisodique implique aussi des détails phénoménologiques, tout ce qui est perceptif, tout ce qui est cognitif, voire même affectif. L'importance de l'émotion dans l'encodage de nos informations mnésiques. Et donc, ça va forcément requérir une pertinence personnelle pour se consolider. Ça, c'est ce que dit l'article sur la définition même de la mémoire épisodique, et c'est ce que vont dire d'autres articles qui vont traiter de ce sujet-là. Alors, la réalité virtuelle, comme je disais au tout début, c'est que c'est donc son immersion dans l'environnement virtuel, ce qui va nous permettre d'offrir le quoi et le où, offre la possibilité de vivre une expérience multisensorielle, qu'elle soit visuelle, auditive, émotionnelle, sur la sensation physique également, tout à fait possible, au cours de laquelle, donc là ça va être temporel, puisqu'on va pouvoir avoir un début, un milieu et une fin, l'utilisateur peut ressentir et interagir naturellement et intuitivement en temps réel via des interfaces sensorimotrices. Ça, c'est donc la définition de Fuchs qui a été repris dans cet article de Piolino et collaborateurs. Et donc, elle précise bien que l'une des préoccupations de la neuropsychologie, c'est bien de trouver des méthodes objectives et efficaces pour bien évaluer, comprendre et prédire les capacités fonctionnelles et cognitives de l'être humain. Ça, c'est le travail même de la neuropsychologie. Et nous, en tant que neuropsychologues, ce qu'on doit faire, c'est essayer d'évaluer les personnes qu'on a en face de nous et de les comparer à une population pour voir comment elles fonctionnent afin de prédire ses capacités et ses possibilités. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a évalué, quand on l'évalue mal déjà, on va se retrouver à d'autres problèmes, c'est la rééducation. Alors comment on va rééduquer correctement des personnes qui ont des troubles de la mémoire épisodique si déjà on n'a pas une bonne définition ou un bon matériel? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les programmes de prise en charge standard, en fait, ils sont très loin de l'expérience réelle des patients. Encore une fois, tout ce qui est activité de la vie quotidienne, tout ce qui est écologique, toutes ces choses-là ne sont pas prises en compte dans ce genre d'outils. Et donc, ce qui va concerner par exemple la mémoire, les exercices, c'est souvent des tests verbaux. Et en fait, c'est ce qui rend le transfert vers une situation réelle beaucoup moins efficace. Encore une fois, on rééduque de la manière dont on a testé. Ça, souvent, c'est un gros problème qui existe, c'est que trop souvent, ce qu'on fait comme matériel de rééducation ressemble presque à ce qu'on fait en matériel d'évaluation. Donc si en évaluation, on fait de la RLRI, à savoir qu'on mesure les capacités d'apprentissage, forcément, ce qu'on va travailler, ça va être des capacités d'apprentissage. Et on va faire
que ça. Des capacités d'apprentissage, des listes de mots, des listes de chiffres, de localisation, plein de choses, etc. qu'on ne va pas contextualiser. Donc, ce qui est redit encore une fois dans l'article, c'est que en tout cas l'évaluation à l'aide d'outils standards de la mémoire épisodique, ça repose le plus souvent sur les tests d'apprentissage de listes de mots ou d'histoire ou de listes de figures ou de visages. Ça a un intérêt en neuropsychologie, mais ces tests sont très éloignés de l'ensemble des propriétés de la mémoire épisodique. Quand on travaille sur ce genre de choses pour rééduquer de la mémoire épisodique, on ne travaille pas la rééducation de la mémoire épisodique. Et donc, de par ces caractéristiques, la réalité virtuelle, elle peut permettre de créer des outils neuropsychologiques plus proches de la mise en œuvre des processus de la mémoire épisodique dans la vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir tout au long de ce mois-ci avec RealIT, que ce soit au niveau de la newsletter que vous devrez recevoir jeudi ou vendredi, mais également à la fin sur le webinaire qui devrait arriver le 26 juillet. Dans cet article, on parle aussi du test HOMES, H-O-M-E-S, Human Objective Memory of Everyday Scene Test, qui est un test qui est issu du CVLT, mais qui reprend encore une fois l'utilisation de la réalité virtuelle pour étudier les processus mnésiques lors de la mémorisation d'objets familiers qui sont regroupés par catégorie dans chacune des pièces de l'appartement virtuel. Donc chaque participant visualise 2 versions de l'appartement, et avec différentes pièces, et il doit reprendre différents objets, etc. Et ils vont évaluer l'effet de l'apprentissage, parce que ça c'est important également, mais surtout l'effet de l'interférence proactive, savoir est-ce que si je suis actif ou passif dans l'environnement, dans la découverte de l'environnement, ce que ça va changer. Et ça va être un rôle bénéfique de l'action sur la mémorisation. Ça c'est quelque chose aussi qui est extrêmement nouveau, qui a été permis grâce à la réalité virtuelle et donc à l'équipe de Soséon, Dejos et Nkoua de Bordeaux. C'est de vraiment avoir ce côté, si je suis acteur, je mémorise davantage que si je suis simplement spectateur. Or, dans la vie de tous les jours, quand on mémorise des choses, la plupart du temps, on est acteur. On n'est pas simple spectateur. On est acteur de notre vie, donc forcément, on mémorise d'une autre façon puisqu'on est acteur et qu'on a des actes sur notre environnement. Et ça, la réalité virtuelle, elle le permet, vraiment d'avoir ces actes sur l'environnement. Comme on peut voir dans ce graphique, on voit bien évidemment que chez les sujets âgés, alors là, ça va vraiment être aussi en faveur du fait que chez les personnes âgées, la mémoire épisodique, forcément, elle est dans le déclin et qu'elle est de plus en plus compliquée, mais que si on le fait de manière active ou passif, en fait, on va avoir des différences sur le rappel libre, surtout chez des patients qui ont la maladie d'Alzheimer. Alors, on voit que chez des patients sains, on a une tendance quand même à avoir une amélioration si on est en actif ou en passif, surtout dans le rappel libre direct versus différé. Par contre, il y a quand même une énorme différence si on est actif ou passif dans la maladie d'Alzheimer, par exemple. On voit qu'il y a une grosse différence, en tout cas, dans le rappel libre différé chez des sujets qui sont actifs versus des sujets qui sont passifs dans la maladie d'Alzheimer. Ce qui veut bien dire que si je suis simple spectateur de ce qu'on me dit, c'est-à-dire que si on me donne des listes de mots à apprendre et à redonner, c'est passif. Du coup, forcément, mes performances vont être moindres. Or, si je suis actif dans l'apprentissage et dans l'observation de l'environnement, que je peux me mouvoir et interagir avec l'environnement, je vais mieux mémoriser parce qu'en fait, je vais mémoriser d'autres informations qui vont me permettre d'avoir une consolidation plus efficace des éléments appris et encodés. Et alors ça, on verra plus en détail puisque j'ai prévu de faire le même type de vidéo, mais uniquement sur ce projet HOMES qui me semble extrêmement intéressant et beaucoup plus pertinent. Alors, les points clés qui sont repris dans l'article, c'est que la réalité virtuelle, elle permet de simuler des environnements et des événements complexes proches de la vie quotidienne, dans lesquels on peut immerger l'utilisateur et le faire interagir. Les propriétés de la réalité virtuelle permettent de réaliser des tests de mémoire épisodique plus écologiques et complets que les outils traditionnels. Les tests de mémoire épisodique en réalité virtuelle semblent tenir des promesses en termes de sensibilité de mesures mnésiques et de révélateurs des plaintes dans la vie quotidienne chez les personnes âgées. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a des tests qui sont beaucoup plus sensibles et prédictif, et donc on va pouvoir évaluer de manière plus précoce de potentiels troubles dans l'avenir. Et la réalité virtuelle est un outil pertinent pour l'évaluation de la mémoire épisodique dans la maladie d'Alzheimer. Elle offre la possibilité de créer des protocoles d'entraînement et de prise en charge des fonctions mnésiques efficaces. Comme vous avez pu le voir, cet article il est
il va pas forcément hyper en profondeur dans tous les protocoles et les paradigmes qui peuvent exister, même si elle en présente quelques-uns. Moi, je me suis focalisé sur le OMS parce que c'est quelque chose que je voudrais parler par la suite et qui me semble extrêmement pertinent, mais on aurait très bien pu parler du jeu Maturin, qui est donc un des paradigmes qui a été utilisé par l'équipe de Piolino, donc l'équipe des auteurs de cet article, pour justement parler de réalité virtuelle et de mémoire épisodique. J'aurais pu aussi parler de celui de ma collègue à l'Université libre de Bruxelles, qui est donc le projet VREPT. Je ne l'ai pas fait, parce que c'est pas simplement pas pertinent, bien au contraire, c'est juste qu'il faut que je fasse des choix, et là aujourd'hui j'ai décidé de faire celui-là. Donc voilà, en tout cas on aura largement le temps d'en parler lors du webinaire. Je vous mets comme d'habitude l'article, le lien, tous les liens, etc. que vous pouvez avoir besoin dans la description, et vous n'hésitez pas à poser vos questions, à liker, partager, commenter et à vous abonner. Voilà, bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt pour le webinaire. Au revoir.